Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La campagne présidentielle américaine est lancée. Après des primaires sans surprise, Joe Biden et Donald Trump se retrouvent pour l'acte 2, un peu plus de 3 ans après les événements de janvier 2021, quand des électeurs de Trump avaient envahi le Capitole pour protester contre l'élection de Biden. Refusant toujours d'accepter sa défaite de 2020, l'ancien président républicain compte encore sur sa verve et sa pugnacité pour renverser le sortant démocrate. En face, Joe Biden va tenter de faire oublier son âge, 81 ans, et surtout de capitaliser sur une économie florissante. Sur le fil vous dit à quoi vous attendre dans cette campagne avec mes deux collègues du bureau de l'AFP à Washington, Aurélia End et Camille Camdessus. Sur le fil. 2024, c'est parti. Pour vous dessiner ce duel, commençons d'abord par le président sortant. Joe Biden, élu de peu en 2020, a quelques atouts dans sa manche pour aller chercher une réélection. Face aux exagérations et aux moqueries de Donald Trump, le démocrate veut incarner une forme de mesure et de respectabilité, comme l'explique ma collègue Aurélia End. Elle est l'une des deux correspondantes de l'AFP à la Maison-Blanche, un privilège rare, réservé seulement à une poignée de journalistes étrangers. Dans cette campagne, en fait, il joue sur deux leviers. Joe Biden, il joue sur la défense de la classe moyenne, de la classe laborieuse, et il joue sur la défense de la démocratie. En clair, il veut se présenter comme l'antithèse de Donald Trump, qui lui est présenté comme un danger pour la démocratie. Le grand pari de Joe Biden, c'est que plus les Américains, pendant la campagne, vont voir Donald Trump, vont l'entendre, plus ils vont être d'une certaine manière effrayés et plus ils seront tentés, une fois dans l'isoloir en novembre, de voter pour Joe Biden qui incarne une espèce de calme, une espèce de normalité et une espèce de compétence. Voilà en gros les grands axes de sa campagne. Le 46e président des États-Unis a d'autres atouts, notamment économiques. Sous son mandat, la croissance est revenue avec 2,5% en 2023. Le chômage est en baisse et l'inflation se résorbe depuis son sommet en 2022. Sauf que Biden peine à se faire entendre. C'est absolument vrai. Tous les sondages montrent que lorsqu'on demande aux électeurs à qui ils font confiance en matière économique, ils vont dire qu'ils font davantage confiance à Donald Trump, ce qui peut sembler étrange parce que Donald Trump a été président pendant la pandémie, synonyme de grave crise économique et sociale. Et depuis que Joe Biden est président, il y a quand même une prospérité économique. Les États-Unis ont défié tous les pronostics de récession. Il a lancé tout un tas de grands plans, mais ça n'imprime pas. Le rebond des États-Unis après la pandémie s'est traduit par une très forte inflation et que les ménages continuent à souffrir de ça, même s'il y a aussi un rattrapage des salaires qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui plombe Joe Biden depuis très longtemps et qui lui colle vraiment aux semelles. Le président sortant a aussi prévu d'insister sur des thématiques républicaines qui divisent la société, comme l'avortement. Il entend aussi se défendre sur le grand sujet de Trump, l'immigration et la frontière mexicaine. C'est un des grands axes de Biden. Ça va dans son côté défense de la démocratie et des droits. Et donc, parmi ces droits, il y a le droit à l'avortement. Donc, Joe Biden est un catholique convaincu. C'est aussi un fin politicien. Et il a bien compris que la décision de la Cour suprême, qui a été remaniée par Trump, de mettre fin à la protection de l'avortement sur tout le territoire américain, dessert énormément les républicains. Quant à l'immigration, Biden a lancé un plan de réforme, pour l'instant bloqué par les parlementaires républicains. Il entend en faire un argument dans la campagne. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. Reste que c'est peut-être sur un autre aspect que cette présidentielle va se jouer, l'âge de Joe Biden. Âgé de 81 ans, le président a montré des signes de fatigue et les républicains s'en sont largement emparés pour le discréditer. Alors, le grand handicap, c'est très nettement son âge. C'est ce qui arrive en tête dans tous les sondages. Et bien que Donald Trump, âgé de 77 ans, ne soit pas tout jeune, les électeurs n'en ont pas du tout la même vision. Donc là, ce qui est en train de s'engager là, c'est une espèce de course d'endurance phénoménale jusqu'en novembre. Et Joe Biden, il est sous le regard des caméras tout le temps. Donc évidemment, chaque fois qu'il va trébucher, chaque fois qu'il va confondre des noms, chaque fois qu'il va balbutier, c'est quelque chose qui peut lui revenir en boomerang et qui sera amplifié évidemment par les républicains. Mais là, c'est jusqu'en novembre qu'il va falloir tenir et c'est long jusqu'en novembre. Et Donald Trump aussi affiche des signes de fatigue, selon ma collègue Camille Camdessus qui suit sa campagne.
Je pense qu'aux yeux des électeurs américains, le gros avantage de Trump, c'est son endurance, sa forme physique. Il a beau avoir que 3 ans et demi, 4 ans de moins que Biden. Beaucoup de sondages montrent que, aux yeux des Américains, il fait beaucoup moins vieux que Joe Biden. Et donc, Trump se sert absolument de ça à quasi chacun de ses meetings. Maintenant, on a droit à une imitation de Joe Biden qui est perdu sur scène et qui n'arrive pas à se retrouver, à trouver les marches pour descendre de scène. He always goes like this. And then there's a stare right there, right? Pour lui et pour les républicains, c'est autant d'exemples du fait que Biden est trop vieux pour gouverner. Ils essayent de peindre le tableau d'un dirigeant qui aurait perdu toutes ses capacités cognitives et qui serait incapable de gouverner. En revanche, je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit que l'âge de Trump est aussi de plus en plus scruté. Trump a 77 ans. Et des gaffes, il en fait lui aussi. Il va confondre le président turc et le Premier ministre hongrois, tout ça. Et de plus en plus, les démocrates cherchent eux aussi ces gaffes, les moments où Trump s'égare et bafouille, comme autant d'illustrations de son propre déclin cognitif. Tout ça donne un spectacle un petit peu étrange. La campagne de Donald Trump sera aussi rythmée par de nombreux procès. En Floride, il est accusé d'avoir gardé des documents confidentiels. En Géorgie, d'avoir cherché à manipuler les résultats dans la présidentielle 2020. À Washington, il est soupçonné d'avoir encouragé l'assaut du Capitole par ses partisans. Ou encore à New York, d'avoir acheté le silence de l'actrice porno Stormy Daniels. Un jugement dans ce dossier pourrait intervenir avant le vote et une condamnation avant l'élection plongerait l'Amérique dans l'inconnu. Trump pourrait-il gouverner en cas de condamnation dans l'un de ses procès ? Les juristes américains ne s'accordent pas. Mais dans tous les cas, Donald Trump veut transformer ses déboires judiciaires en atouts, selon Camille Camdessus. Le scénario que Trump peint à ses partisans est assez simple. Tout est lié. Que ça soit ses affaires en Géorgie, à cette histoire à New York avec la star du porno, toutes ces affaires sont liées. C'est une grande machination qui a été orchestrée par les démocrates et qui, selon lui, comme par hasard, arrive en plein dans la présidentielle américaine. Lui, il accuse Joe Biden d'avoir tout coordonné entre les procureurs fédéraux et des différents États américains pour que tout lui tombe dessus pendant la présidentielle américaine. L'accumulation de ces ennuis judiciaires renforce sa posture de victime vis-à-vis de ses partisans. Dans ce rôle, le candidat républicain va aussi développer ses thèmes de campagne, les migrants qui empoisonnent le sang des États-Unis selon lui, la criminalité qui ravage selon lui les villes dirigées par des démocrates et enfin l'inflation. L'élection se jouera dans 6 ou 7 États seulement, dans ces swing states, que l'on peut traduire par État pivot. Le vote reste incertain et les partis vont tout donner pour les remporter. On écoute mes collègues Aurélia sur Biden et Camille sur Trump. À la fois, il doit aller chercher l'électorat afro-américain, hispanique, et il lui faut essayer de rattraper un peu le terrain qu'il a perdu sur Donald Trump auprès de l'électorat ouvrier, blanc, populaire, pour qui cette question de l'immigration est très importante, pour qui le coût de la vie est une préoccupation constante. Et c'est pour ça qu'il est en train de labourer vraiment cette zone, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, parce que ce sont des États qui sont vraiment clés. Et très clairement, là, il y a un effort de campagne monumental dans ces swing states, et en particulier la région des Grands Lacs, le Nord-Est, mais aussi la Géorgie, toute une série comme ça d'États qui sont indispensables pour qui veut remporter la Maison-Blanche. Par exemple, en Géorgie, l'État qui a été tellement décisif en 2020 et qui sera sûrement cette année, on a à la fois une grande proportion d'électeurs afro-américains et à côté de ça, des Trumpistes du premier jour qui vont à tous les meetings de Donald Trump avec leur casquette rouge. Ces deux types d'électorats cohabitent dans le même État et donc c'est ça qui rend l'équation d'autant plus difficile, c'est de réussir à convaincre un nombre suffisant de ces électeurs-là d'aller aux urnes le 5 novembre. Reste la grande inconnue, la participation qui pourra faire pencher le vote dans un camp ou dans l'autre. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain.
Merci aussi à nos collègues Aurélia End et Camille Camp-Dessus. Sur le fil leur souhaite bon courage pour le marathon présidentiel qui s'annonce. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.